C'est toi là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, la procureure de Bordeaux va tenir une conférence de presse dans quelques instants pour expliquer ce qui s'est passé hier soir sur les bords de la Garonne. Un individu vêtu d'un camis et armé d'un couteau a attaqué deux hommes qui consommaient de l'alcool. L'un d'entre eux est mort, l'autre a été blessé. L'assaillant a été abattu par la police. Les toutes dernières informations avec donc la procureure et le directeur de la police nationale à vivre en direct sur CNews. On reviendra aussi sur le bilan des émeutes de juillet dernier, près d'1 milliard d'euros de dégâts. Devinez qui va payer? Nous, bien sûr, les contribuables. Il est loin le temps où le Premier ministre Gabriel Attal affirmait « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Ce soir, il est 17h, nous sommes avec Éric Nolot. Bonsoir Éric. Bonsoir Laurence. Journaliste bonsoir. et écrivain. Maître Sarah Salman, avocate. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Denis Jacob, policier. Bonsoir, secrétaire général. Bonsoir Laurence. Alternative Police. Céline Pina, qui est politologue et journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Alexandre Devecchio, journaliste. Bonsoir mon cher Bonsoir Alexandre. Laurence. Merci à tous d'être là. On va évidemment s'intéresser tout de suite à ce qui s'est passé à Bordeaux hier soir, cette nouvelle attaque au couteau sur les bords de la Garonne, avec une conférence de presse de la procureure qui va commencer dans quelques instants. On va d'abord faire le point sur nos éléments d'information avec Sarah Fenzari et on en débat ensuite. Le choc à Bordeaux. Sur le lieu de l'agression, les traces de ce drame sont encore visibles. Hier, en début de soirée, une attaque au couteau a eu lieu dans le centre-ville. Une personne est décédée et une autre est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. L'assaillant, de type nord-africain, a été neutralisé à proximité par les policiers alors qu'il se montrait menaçant avec son arme blanche. Sur place, le maire de la ville a tenu à rassurer les riverains. Nous allons tout faire pour aider à la réussite de cette enquête. Nous avons 9 caméras de vidéo ici qui couvrent l'intégralité du site. Donc naturellement, les images recueillies hier soir sont déjà à la disposition des enquêteurs. Ce secteur, plutôt familial en journée, abrite néanmoins de nombreux marginaux dès la tombée de la nuit. Sarah a été témoin de l'agression. Franchement, je m'y attends tout le temps. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est partout. On en a marre. C'est-à-dire que maintenant, on en arrive à l'autodéfense. D'après nos informations, cette rixe aurait éclaté entre l'assaillant et un groupe d'hommes qui consommaient de l'alcool juste avant les faits. À ce stade de l'enquête, l'identité de l'agresseur n'est pas connue et n'était pas référencée au fichier automatisé des empreintes digitales. La piste terroriste est pour l'instant écartée. Pour l'instant écarté, on va rester prudent, on va attendre la conférence de presse de la procureure pour avoir un tout petit peu plus d'informations là-dessus. Quand vous voyez ce qui s'est passé, Denis Jacob, alors d'abord merci à la police nationale. Vraiment, parce que sans eux, je pense que c'était un bain de sang, parce que cet homme s'en est pris à deux hommes, mais il se montrait menaçant avec son couteau, donc merci aux policiers. On est sur une généralisation des attaques au couteau, 120 par jour, nous disait hier un de vos confrères. Oui, alors déjà, rappeler que l'intervention de la police, c'est moins de 3 minutes. Après les faits, je les ai eus en direct hier soir au téléphone pour certains d'entre eux. On est loin de la rixe telle qu'elle est présentée par l'ensemble des médias. C'est pas une surprise. Une rixe, c'est des personnes qui se disputent entre eux. C'est pas le cas du tout. Pas le cas. Hein. Là, c'est un individu qui intervient sur fond. Je le dis, je l'assume. Sous réserve de ce que la procureure dira tout à l'heure, mais en tous les cas, le ressenti des collègues, c'est une attaque sur fond de religion. L'homme portait une tenue camis. Ouais, tout à fait. Et il s'en prend à des personnes d'origine nord-africaine qui consomment de l'alcool et qui leur reprochent, en gros, de ne pas respecter leur religion parce qu'on sort du ramadan. Ça, c'est mes collègues qui me le rapportent hier soir. En direct. On verra ce que rapporte la procureure. La problématique des armes blanches, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous d'aller contrôler des personnes et de les trouver porteurs d'armes blanches. Alors, certes, c'est une infraction, hein, c'est interdit de porter un couteau, encore faut-il déterminer quelle en est la dimension, parce que c'est aussi soumis à une taille. Vous avez des petits, vous avez des grands, et en fonction, c'est pas la même catégorie. En tous les cas, le port, quoi qu'il en soit, est interdit. Donc, si on contrôle, bien évidemment, on saisit l'arme, on emmène l'individu au commissariat, mais on peut tous avoir un couteau sur soi.
Je vais prendre un exemple un peu terre à terre. Si on a un motif légitime, on a le droit. C'est sans motif légitime que vous n'avez pas. Non, mais si vous voulez, dans la vie courante, vous avez quelqu'un qui travaille sur un chantier, qui mange sur place, qui doit couper son pain. Excusez-moi, je suis terre à terre, mais il utilise il a un opinel pour manger sur place. Il va porter son couteau. Bien que ce soit interdit. Donc voilà, donc c'est très compliqué pour nous, fonctionnaires de police, d'aller contrôler. Mais ça dit quelque chose de la société, Eric Nolot. Je rejoins absolument tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas hiérarchiser le mot attentat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'attentat au prétexte que ce ne serait pas commis sous couvert d'un groupe terroriste ou autre, et que dès lors que ça ne rentre pas dans ce cadre-là, on ne parlerait plus d'attentat, mais d'agression ou de religieux, mais sans intention de terroriste. Enfin, voilà, donc c'est un peu compliqué. J'aimerais qu'on aborde maintenant l'angle de la police. Vous savez, on se l'est dit, la police nationale qui était intervenue extrêmement rapidement, en 3 minutes. C'est ça. Je crois que vos collègues étaient sur place. Il y a aussi toute une polémique autour de la police municipale à Bordeaux, qui n'est pas armée avec des armes létales. Et c'est vrai que le maire de Bordeaux s'est défendu aujourd'hui de ne pas avoir voulu armer de façon létale cette police municipale. Écoutez ce qu'il a dit à nos envoyés spéciaux. La police municipale, elle est armée, à Bordeaux comme ailleurs. Elle n'a pas d'armes létales, mais elle a des armes qui lui permettent de neutraliser des assaillants. Donc je ne laisserai pas dire que notre police municipale est désarmée, elle l'est. Et voilà, ce sont des armes non létales, mais je vous promets qu'ils sont déjà dissuasives et qui permettent, et c'est quand même aussi le but, qui permettent de neutraliser, quand c'est nécessaire, des assaillants. Denis Jacob, soyons clairs. Quand il dit des armes non létales, c'est quoi? C'est un taser? Oui, un taser avec un gars qui a un couteau. Oui, alors on peut toujours neutraliser. Oui, on peut toujours neutraliser, mais en fait c'est pas ça le problème. Le problème, et malheureusement la police municipale, c'est un vieux serpent de mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la police municipale, c'est la 3e force de sécurité intérieure en France, près de 25 000 agents. Et ils ont un statut un peu, excusez-moi du terme, un peu bâtard. Ils sont à la fois sous couvert du ministère de l'Intérieur et sous l'autorité des maires. Et en fonction de la sensibilité politique, on les arme ou on les arme pas. Le souci aujourd'hui, c'est que les primo-intervenants sur le territoire français, dans la grande majorité des cas, c'est souvent la police municipale. Et je pense à Nice. Et moi, je pense à Nogent-sur-Marne avec Aurélie Fouquet, il y a quelques années, qui s'est fait tuer. Voilà, c'est aujourd'hui, les policiers municipaux, c'est en gros la police de proximité de la police nationale d'il y a 30 ans. Et très souvent, ils interviennent en premier. Donc il faut qu'ils aient les moyens de défense. Et quelle que soit la sensibilité politique, il va falloir sérieusement poser la question de l'armement létal des policiers municipaux. Alors là, en l'occurrence, monsieur Dejac. Oui, non, là-dessus, on est tous d'accord. Et c'est pas ce que demande non plus la police municipale. On a tous des prérogatives, les missions régaliennes doivent rester des missions régaliennes de la police nationale. Néanmoins, on travaille au quotidien avec les policiers municipaux. Il y a des conventions qui sont signées pour travailler ensemble. Et la déclaration de cet adjoint à la sécurité de la mairie de Bordeaux, bon, c'est la NUPES façon LFI, c'est-à-dire qu'on est dans un dogme politique qui consiste à dire désarmons la police, il ne faut pas qu'ils soient armés. On a eu des débats dans le passé politique sur le désarmement des BAC notamment. Bon, voilà, c'est le dogmatisme de la NUPES en général et de LFI en particulier. Et il suffit de reprendre aussi les propos qui ont été tenus au conseil municipal de Besançon il y a quelques jours. Je me le gardais pour tout à l'heure. Voilà, mais ça démontre bien qu'ils sont dans une philosophie de vouloir désarmer la police nationale coûte que coûte et de laisser un peu s'installer l'anarchie dans notre pays. Alors, Jacob, un dernier mot avant la pause. Oui, n'oublions pas qu'on est aussi dans un contexte pré-JO et que forcément, tout acte qui pourrait être considéré comme un attentat peut mettre à mal tout ce qui est mis en place, commence à être mis en place. C'est grave ce que vous dites. Oui, donc ça veut dire qu'on met la poussière sous le tapis. Non, mais c'est-à-dire qu'on est... Non, mais il faut être très clair. Il ne faut pas non plus créer la peur au niveau national en citant des affaires comme celle-là systématiquement comme des attentats. Et on verra ce que dit la procureure de la République. Il faut être prudent sur les termes, mais après, il faut appeler un chat un chat. Et donc, moins on en parle et moins on diffuse un message de peur qui pourrait laisser penser qu'en matière d'organisation de la sécurité autour des Jeux Olympiques, il pourrait y avoir des actes comme cela
Ce qui peut arriver, malheureusement, puisque on le sait tous, le risque zéro n'existe pas et que c'est pris en considération dans l'organisation des JO, fort heureusement, puisque ça sera une jauge jamais connue dans notre pays en termes de sécurité, mais on n'est pas à l'abri d'actes individuels comme celui-là. Bon, allez, on va faire une toute petite... Allez, tout de suite, direction Bordeaux. On écoute la procureure sur ce qui s'est passé hier soir sur les quais de la Garonne. Voilà donc pour les explications de la procureure de Bordeaux qui vient de nous faire le portrait, en tout cas le déroulé de ce qui s'est passé hier soir sur les bords de la Garonne, avec un homme, a priori un ressortissant afghan de 25 ans, un demandeur d'asile qui était vêtu d'un camis avec un kéfier autour du visage. Seuls ses yeux étaient apparents, Denis Jacob, qui était extrêmement menaçant. D'abord, qu'il y a eu une première altercation avec des gens qui buvaient de l'alcool, du rosé, qui les a tapés, et ensuite qu'il y a eu cette deuxième altercation avec les deux hommes qu'il a, pour l'un tué, l'autre blessé. Toujours en raison de leur consommation d'alcool alors que c'était le jour de l'Aïd. Pas de motivation terroriste, nous dit la procureure, mais on a ici le portrait robot d'un acte islamiste, on est d'accord ? Oui, eh ben, la procureure confirme exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les éléments d'information que j'ai eus depuis hier soir par les collègues intervenants. Effectivement, enfin, quelqu'un qui porte un kéfier dont on ne distingue que les yeux, je pense pas que ce soit pour faire beau, pour faire joli. Je pense que vraiment il y a un comportement, une attitude délibérée de se présenter comme quelqu'un qui veut porter atteinte à la vie d'autrui. Une question sur les policiers qui ont ouvert le feu avec un fusil d'assaut. Oui, alors la procureure, donc un HK. G36. G36, c'est ça, G36. Oui, l'HK G36, il est en dotation dans la police nationale depuis 2017. Si je ne me trompe pas, c'est sous Bernard Cazeneuve que ça a été mis en œuvre et consécutivement aux attentats qu'on a connus. Aujourd'hui, les compagnies départementales d'intervention, les CDI, ce qui est le cas en l'espèce, c'est les fonctionnaires de la CDI 33, ainsi que les agents, les collègues des BAC, ont ce qu'on appelle en dotation collective le HK G36 et qu'à chaque fois qu'ils sont appelés sur des interventions où il y a un risque potentiel de quelqu'un qui est armé et qui peut attenter à la vie d'autrui, eh bien, ils vont sur la voie publique avec cette arme. Et en l'occurrence, l'agent qui le portait l'a utilisé. S'il ne l'avait pas eu, il aurait utilisé son arme individuelle. Alexandre, on va continuer à 18h à parler de ce qui s'est passé à Bordeaux, à la lumière de ce que nous a dit donc la procureure, cet Afghan de 25 ans, demandeur d'asile, qui s'en est pris à deux Algériens. Tout ça parce qu'il consommait de l'alcool. C'est évidemment dans l'actualité. L'autre actualité, Denis Jacob, vous êtes policier. D'abord, on va revenir sur le travail fait par vos collègues. 7 minutes après l'attaque de cet homme, ils étaient sur place et ils ont stoppé l'assaut meurtrier alors que, avec un fusil d'assaut, alors que l'homme était à 5 mètres seulement d'eux. Et après avoir fait toutes les sommations d'usage, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. À ce stade, et ce que m'ont confirmé les collègues hier soir, c'est que les règles de la légitime défense ont été respectées. Contrairement à ce que j'ai pu entendre sur d'autres médias, l'assaillant n'était pas en fuite et il n'a pas été neutralisé parce qu'il était en fuite. Il était en confrontation directe avec les collègues. La procureure l'a d'ailleurs rappelé, donc ça confirme bien les informations que j'avais eues hier soir. Il s'approchait bras tendu avec un très long couteau de chasse. Tout à fait. Et donc, pour protéger sa vie et celle d'autrui, mon collègue a utilisé l'arme dont il avait la dotation, à savoir le HK G36. Et ce n'est pas anormal qu'il ait pu utiliser cette arme, puisqu'elle est en dotation dans le cadre de Vigipirate, depuis les attentats de 2015 notamment. C'est pour cette raison qu'on en a été doté, il faut le rappeler, et que pour le moment, rien ne laisse présager que le collègue n'aurait pas respecté les règles de la légitime défense. Et il a peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, évité un massacre. Complètement. On a appris, Éric Nolot, qu'auparavant, avant ce drame, l'assaillant s'en était déjà pris à 2 autres personnes qui consommaient de l'alcool. Le périple aurait pu se poursuivre de façon dramatique. Oui, c'est pour ça que... Écoutez, moi je ne vais pas qualifier les faits à la place de la procureure, mais mes collègues, pour avoir une nouvelle fois les avoir eu hier soir au téléphone, n'en pensent pas moins. C'est-à-dire, ils disent... Pour la qualification des faits. Oui, pour eux, c'est du terrorisme. Pour eux, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, mais ça ne nous appartient pas de les qualifier. C'est à la justice de le faire, mais ils n'en pensent pas moins. J'aimerais juste qu'on écoute le maire de Bordeaux, parce qu'évidemment, il se défend de vouloir désarmer sa police municipale. Mais bon, le fait est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à leur disposition que des tasers et des bombes lacrymogènes. Écoutez Pierre Urmic. La police municipale, elle est armée, à Bordeaux comme ailleurs.
elle n'a pas d'armes létales, mais elle a des armes qui lui permettent de neutraliser des assaillants. Donc je ne laisserai pas dire que notre police municipale est désarmée, elle l'est. Et voilà, ce sont des armes non létales, mais je vous promets qu'ils sont déjà dissuasives et qui permettent, et c'est quand même aussi le but, qui permettent de neutraliser, quand c'est nécessaire, des assaillants. Voilà pour Pierre Urmic. Ça vous fait réagir, Denis Jacob? Vous êtes policier. Oui, ça me fait réagir parce que, quelque part, dans la façon d'exprimer les choses, le maire de Bordeaux laisse entendre qu'en gros, sa police, elle, ne tuerait pas et que la police nationale tuerait. Et pour reprendre ce que vous disiez, Laurence, par rapport à l'AFP, moi, je réaffirme les propos que j'ai tenus sur votre plateau, confirmés par la procureure, que les collègues m'ont rapporté dès hier soir. Il ne s'agit pas d'une altercation, d'une rixe entre individus, mais bien d'une personne déterminée à tuer 2 autres personnes au prétexte que, d'origine musulmane, elle ne respectait pas la fin du ramadan parce qu'elle buvait de l'alcool. Mais en sous-texte, c'est aussi... mais la police nationale, elle agit autrement. C'est ça, Denis Jacob, qui dit entre les lignes. Complètement. Alors qu'aujourd'hui, la police municipale, c'est la 3e force de sécurité intérieure en France et qu'elle est confrontée au même risque, à la même dangerosité que les policiers nationaux, et qu'aujourd'hui, le débat sur l'armement ou pas de la police municipale ne devrait plus avoir lieu. Ils doivent pouvoir assurer leur protection et celle de nos concitoyens. Et je pense que le ministère de l'Intérieur doit se pencher. Il va y avoir un Beauvau sur la police municipale très prochainement. Il va falloir se pencher très sérieusement sur cette question d'armer la police municipale. Parce que vous êtes un policier municipal avec un petit taser face à un homme qui arrive à fond sur vous avec un couteau de chasse. Oui. Pour sa propre vie, le policier municipal, alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Excusez-moi de l'expression, c'est au petit bonheur la chance. Oui. Mais il risque sa vie. Soit c'est efficace, parce que la morphologie de l'individu fait qu'un coup de taser va le sécher, comme on dit chez nous, sur place. Soit c'est quelqu'un qui est costaud, qui est résistant, et qu'un simple taser ne l'empêchera pas d'aller donner un coup de couteau au policier. Mais moi, j'inviterais à un peu plus de prudence sur ces questions-là. Tout simplement parce que quand l'adjoint à la sécurité dit « on a aussi peur que l'État, à la fin, se désengage d'un certain nombre de ses missions et finalement laisse en partie les municipalités gérer de plus en plus les questions de sécurité », c'est pas forcément une bonne chose. Le régalien, entre trop de mains, c'est plus du régalien. Ça peut devenir du milicien si les choses tournent mal. Donc la première chose, c'est que... Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, là. Mais sincèrement, la réponse de Denis Jacob, et après vous faites le deuxième point. On l'a déjà vu. Je vous rappelle qu'on a déshabillé les hôpitaux, des fois, sous prétexte de créer des services privés, etc. Jusqu'à présent, ça a toujours très mal tourné, et je vous invite à la première partie, juste la réponse de Denis Jacob. Je tiens quand même à rassurer Céline sur ce sujet-là. On a des polices municipales aujourd'hui qui sont armées. Bien sûr. La police municipale de Nice. C'est celle dont on parle très souvent. Rappelez-vous la cathédrale de Nice. Jusqu'à preuve du contraire, la police municipale aujourd'hui ne s'est pas approprié les missions régaliennes de la police nationale. Donc bien sûr qu'il faut être prudent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. C'est pas la police municipale qui se l'approprierait, c'est l'État lui-même qui se désengagerait de choses extrêmement lourdes. On est déjà dans un continuum de la sécurité entre les différentes forces. Donc de toute façon, c'est déjà là. En fait, ce que fait l'État, elle récupère les polices municipales pour augmenter les forces de l'ordre sur le territoire. C'est qu'à un moment donné, dans ces cas-là, il vaut mieux pas avoir 2 donneurs d'ordre et il faut se poser la question de quel est le rôle du maire. Et sincèrement, ça peut être un problème. Non, il y a beaucoup de personnes. Moi, je maintiens de remercier la police nationale que j'ai fait en début d'émission et les gendarmes, parce que voilà, vous êtes, et les policiers municipaux évidemment, vous êtes vraiment les derniers remparts entre nous, la population et la barbarie, quelque nom qu'elle porte.